Pour commencer cette session, nous avons la chance d'avoir Madame Frédérique Bozzi, qui est conseillère à la première chambre civile de la Cour de cassation, donc qui fait la jurisprudence en matière de droit des personnes. Merci d'être là. Merci. Alors d'abord, merci aux organisateurs de m'avoir invité, et puis cette assistance nombreuse, très concentrée sur des sujets qui sont difficiles et qui nous ont été merveilleusement et très intelligemment expliqués tout à l'heure. Alors, tout d'abord, j'ai choisi d'évoquer la gestation pour autrui. C'est vrai que c'est un sujet tarte à la crème, mais c'est aussi vrai que nous avons rendu des arrêts très importants cette année dans ce domaine. Je ne vous dis tout de suite que moi, je ne suis pas une spécialiste de la question de la filiation. À la Chambre, nous avons deux spécialistes qui sont Jean-Noël Acquaviva et Rachel Lecoty, mais ils étaient empêchés, donc je les ai remplacés. Mais je ne vous cache pas que j'ai participé évidemment activement au délibéré sur les arrêts que nous avons rendus, puisque c'est un sujet qui nous tient tous à cœur au sein de la Chambre. Alors, j'ai choisi de vous parler de la gestation pour autrui et de la façon dont nous l'avons traitée. Pardon, je suis trop loin. Pardon, donc je me mets plus près. Voilà, merci. J'ai choisi ça pour vous montrer à quel point, finalement, une interdiction qui est partie d'une réflexion bioéthique, parce que tel était bien le cas lorsque l'on l'a interdite, n'est-ce pas, a pu s'effriter à la faveur à la fois de la mondialisation, des arrêts de la CEDH et de l'évolution de la société autour de nous. Et on est en droit de se demander maintenant si, oui ou non, il convient de maintenir cette norme. Et je vous dirai un petit peu ce que j'en pense sans trop m'avancer, mais surtout je vous dirai aussi pourquoi la Cour de cassation n'a pas décidé finalement d'admettre tout bonnement la maternité de substitution, c'est-à-dire en gros de dire que la mère d'intention est la mère. C'était cela l'enjeu des deux arrêts dont je vais vous parler. Il y en a eu en tout 4, mais j'en ai sélectionné 2 pour une raison simple, c'était pour ne pas être trop longue, puisque je ne veux pas empiéter par trop sur le temps de parole de mes partenaires, si je puis dire. Voilà. Donc, voilà comment les choses se présentent. Nous avons rendu un arrêt fondateur en 1991, donc vous voyez, ce n'est pas tout à fait aujourd'hui, par lequel nous avons interdit cette gestation pour autrui. Alors, pour la petite histoire, la situation était la suivante. C'était un couple stérile. Madame ne pouvait pas porter d'enfant, qui souhaitait ardemment, bien sûr, en avoir un. Et monsieur, c'est un petit peu artisanal, n'est-ce pas, va donner son sperme, l'histoire ne dit pas comment, à une tierce personne qui va porter l'enfant. Après quoi, cette tierce personne va tout bonnement ne pas faire établir le lien de filiation, c'est-à-dire ne pas reconnaître l'enfant. Monsieur va s'en charger. Et ensuite, comme il est marié, très bien marié avec madame et que c'est un couple qui s'apprécie beaucoup, ces gens-là vont tout bonnement venir voir le tribunal la main dans la main en disant « ben voilà, madame veut adopter l'enfant de son conjoint ». Alors le ministère public qui a flairé, bien sûr, anguille sous roche et qui a compris qu'on s'était peut-être un petit peu arrangé, s'est évidemment opposé à cette adoption et le contentieux s'est noué, est monté jusqu'à la Cour de cassation et nous avons, par un bel arrêt, affirmé, nous, que une convention par laquelle une femme s'engageait, fût-ce à titre gratuit, à concevoir un enfant et à l'abandonner à sa naissance, contrevenait tant au principe d'ordre public de l'indisponibilité du corps humain, c'est-à-dire on ne fait pas ce qu'on veut avec les éléments du corps humain, qu'à celui de l'indisponibilité de l'état des personnes. Ça veut dire qu'on ne fait pas non plus ce que l'on veut avec l'état civil. Voilà. Et que, finalement, cette adoption était que l'ultime phase d'un processus d'ensemble qui en constituait un détournement. Donc, vous voyez, c'est un niet absolu de la Chambre qui refuse absolument. C'était un vieux collègue, M. Dontenfil, très brillant avocat général, qui avait défendu âprement sa position, et la Cour de cassation l'avait suivi. Alors, quelque temps plus tard, nos concitoyens, qui sont tout de même ingénieux, se sont dit, mais puisque à l'étranger, on voit des dames qui acceptent de porter les enfants d'autres, peut-être pourrait-on envisager de recourir à finalement cette méthode pour avoir un enfant. Donc, ces personnes sont allées à l'étranger recourir au service d'une mère porteuse et ont, à leur retour, demandé la transcription, n'est-ce pas, de l'acte étranger, dressé à l'étranger, puisque l'enfant est né à l'étranger, d'une mère porteuse, sur les registres d'état civil français. Alors vous allez me dire, tout cela, ça paraît extrêmement administratif. Une inscription sur un registre d'état civil, on n'imagine pas un acte plus banal dans la vie courante, n'est-ce pas? Pour autant,
il faut bien comprendre que l'inscription sur le registre d'état civil, cela veut dire que la société française, l'ordre public international français admet la pratique. D'où l'importance de cet enjeu. Et c'est ainsi que le débat, qui était initialement situé dans le domaine sur le terrain de l'adoption et de son détournement éventuel, s'est ensuite transporté sur celui de l'état civil. Et c'est là que tout se joue. Alors, la Cour de cassation rend des arrêts que je... Oh, mes lunettes. Excusez-moi, parce que là, ça devient grave si je n'ai plus mes lunettes. Rend un arrêt le 17 décembre 2008. C'est la première affaire. C'est l'affaire Menson. Ce sont les débuts de l'affaire Menson, disant tout d'abord que le ministère public a qualité pour contester ces transcriptions. Ce qui lui avait été, finalement, on avait essayé de lui retirer cette qualité. Donc la Cour de cassation l'affirme. Premier acte. Puis viennent deux autres espèces qui sont tout à fait comme celles dont je vous ai parlé, un peu différentes l'une de l'autre, parce que dans l'une, l'enfant est conçu avec les gamètes du mari, une donneuse anonyme, le juge local constate l'abandon de l'enfant par la gestatrice, un acte de naissance étranger est dressé portant les parents d'intention comme père et mère. Et on nous demande de transcrire, on demande aux autorités françaises de transcrire cet acte sur les registres. Et dans la deuxième espèce, l'enfant est conçu avec l'ovule de l'épouse, vous voyez, c'est un peu différent, mais le sperme d'un tiers, donc monsieur n'est pas le père biologique. Le juge étranger prononce l'adoption par le couple français, et après avoir constaté que la mère l'avait abandonné, et là aussi on substitue la mère d'intention mais qui est en même temps celle qui a donné l'ovocyte, à la mère par laquelle l'enfant, dont l'enfant est accouché, comme on disait avant dans l'ancien Code civil. Alors, la Cour de cassation, confrontée à ça, maintient absolument sa prohibition. Ce sont deux arrêts du 6 avril 2011. Donc, vous voyez, le temps a passé, 20 ans sont passés, et on est toujours au même point, toujours dans la prohibition. Puis, une troisième étape, nous sommes en septembre 2013. La gestation pour autrui est utilisée par les pères célibataires qui veulent absolument devenir papa. Et ils vont aller en Inde, recourir au service de mère porteuse en Inde et essayer ensuite de faire transcrire l'acte d'état civil en France après avoir obtenu l'abandon par la mère de son enfant, en sorte que le seul lien de filiation qui va subsister, c'est la filiation paternelle qui procédera de la reconnaissance, puisque ce monsieur reconnaîtra l'enfant. Donc on essaie de nous importer cela. Et à nouveau, niet. Le 13 septembre 2013, nous opposons un refus à cette pratique en disant qu'il s'agit, cette fois-ci, alors nous retrouvons qu'il s'agit d'une fraude à la loi et que ce mécanisme, cette pratique, n'a d'autre but que de contourner les interdictions posées par le Code civil, l'article 16.7, qui nous dit qu'on ne peut pas recourir à la gestation pour autrui. Mais ce que j'ai oublié de vous dire dans mon petit film, en fait, c'est que le législateur, qui a compris assez rapidement qu'on pouvait, par les faits de la maternité de substitution, subvertir le droit de la filiation, et a eu cette préoccupation bioéthique de l'empêcher. Et en 1994, l'a interdite. Il l'a interdite au plan civil en disant qu'on ne pouvait pas y recourir en France, et il l'a également interdite au plan pénal en pénalisant ceux qui font acte d'intermédiation entre une femme qui veut abandonner son enfant, ou l'abandonner, le délaisser, et un couple qui veut, lui, un enfant. Donc vous voyez, en 1994, on tient compte de cela, et on interdit. Cette étape que j'avais, excusez-moi, dans ma précipitation, un petit peu manquée. Puis, bon, ça évolue, 2011, re-interdiction avec les couples provenant de l'étranger, 2013, interdiction avec les messieurs seuls qui recourent à des mères porteuses en Inde. Mais tout va exploser, et c'est là que ça devient réellement, vraiment instructif, tout va exploser lorsque la France va être condamnée le 26 juin 2014 par la Cour européenne des droits de l'homme dans une des affaires Menson et dans une autre affaire qui était une des deux de 2011 qui s'appelle l'Abbassie. La Cour européenne des droits de l'homme va avoir le raisonnement suivant que je vous livre dans son intégralité pour que vous puissiez voir comment cette interdiction, qui est partie d'un principe de respect, d'un principe qui consiste à éviter que le corps de la femme soit réifié et que l'enfant devienne un produit, comment on est arrivé aux arrêts que nous allons rendre. Alors la Cour EDH, elle va dire ceci. Dans une affaire dans laquelle donc le couple est allé aux États-Unis, a recouru au service d'une mère porteuse, madame ne peut pas du tout avoir d'enfant, donc on a utilisé, si je me souviens bien, l'ovule d'une tierce personne.
on l'a fécondée avec le sperme de monsieur, on l'a introduite, pardonnez-moi, c'est pas du tout du langage médical, que l'on me pardonne. Si on peut dire, on a utilisé la mère porteuse, pardonnez-moi, hein, parce que c'est pas élégant du tout. Et puis, parfois, on essaie d'importer l'acte de naissance qu'on a fait dresser aux États-Unis. En France, on se heurte au refus de la juridiction française, de la Cour de cassation, on va devant la CEDH. La CEDH dit ceci. Et alors, devant la CEDH, on dit à peu près ceci, on dit, voilà, on a porté atteinte au droit à mener une vie familiale normale, d'une part, et au droit de l'enfant à sa vie privée, d'autre part. Alors, sur le terrain de la vie familiale, la Cour EDH va dire à peu près ceci. Le refus de reconnaître le lien de filiation entre le requérant et les enfants constitue bien une ingérence dans le droit au respect de la vie familiale. Bon. Cette ingérence est prévue par la loi. Elle poursuit un but légitime de protection de la santé, de protection des droits et intérêts d'autrui. Et la Cour de cassation, en décidant ce qu'elle a décidé, a ménagé un juste équilibre entre les intérêts en présence sur ce terrain. Mais attention, on est sur le terrain de la protection du droit à la vie familiale. Les choses vont beaucoup changer quand on va être sur le terrain différent de l'intérêt de l'enfant et de son droit à la vie privée. Cependant, nous poursuivons, sur celui de l'intérêt de l'enfant, qui doit être une considération primordiale. Ça résulte de la Convention sur les droits de l'enfant de 89 que la France a signée puis ratifiée. Sur le terrain donc de l'intérêt de l'enfant, qui doit être une considération primordiale, le droit au respect de la vie privée implique que l'enfant puisse établir les détails de son identité d'être humain. Celui-ci se trouvant à cet égard dans une situation d'incertitude juridique, et que dès lors, la négation dans l'ordre juridique français de son lien avec son père biologique, puisque monsieur était bien le papa, un papa au sens biologique, portait atteinte à son identité au sein de la société française. Et là, la France est condamnée, voyez, sur le fondement de l'intérêt de l'enfant. Alors, nous, la Cour de cassation, l'ensemble du monde juridique, dont moi je faisais partie à l'époque, puisque je faisais encore à l'époque du droit de la filiation, nous prenons cet arrêt, si je puis dire, en pleine poitrine, et il nous bouleverse énormément, et nous sentons bien tout de même la nécessité de procéder à des adaptations, parce que comme nous sommes signataires de la Convention, nous l'avons ratifiée, il est bien certain que pour nous, et dans l'ordre international, or nous y étions, puisqu'il y avait des éléments d'extranéité dans cette affaire, la Convention est supérieure pour nous à la loi. Donc forcément, nous allions vers des condamnations. Donc, que fait la Cour de cassation ? Elle décide, le 3 juillet 2015, dans une affaire dans laquelle, lorsque l'affaire Menson revient devant elle, elle décide qu'il avait été recouru, dans une affaire dans laquelle il avait été recouru au service d'une mère porteuse russe qui figurait en qualité de mère sur les actes de naissance des enfants. Donc vous voyez, on est dans une hypothèse tout à fait voisine où on avait recouru à une mère porteuse russe, on avait substitué la mère d'intention à la mère porteuse sur l'acte de naissance. On nous demande d'importer cet acte de naissance russe. La Cour de cassation dit ceci: la convention de gestation pour autrui, conclue entre monsieur et madame machin, ne fait pas obstacle à la transcription de l'acte sur les registres de l'état civil. Donc vous voyez, nous avons à ce moment-là admis quelque part la gestation pour autrui et ses effets. Nous l'avons admis tout en maintenant bien sûr l'interdiction sur le sol français. Mais vous voyez que l'importation de situations en provenance de l'étranger associée à un arrêt de la CEDH, dont certains membres de la doctrine ont dit qu'elle avait fait une erreur parce qu'en fait elle n'avait pas fait la distinction que normalement beaucoup de juristes doivent savoir faire entre ce qui établit la filiation et ce qui la prouve. L'acte d'état civil, c'est une preuve de la filiation, mais ce n'est pas l'établissement, n'est pas toujours l'établissement. Donc l'établissement, en l'occurrence, c'est l'accouchement. En l'occurrence, ça peut être une expertise génétique, ça peut être beaucoup de choses, mais ce n'est pas forcément l'acte. Donc vous voyez, c'est comme ça que nous avons été amenés à vraiment lâcher du lest, lâcher vraiment ce qu'on pourrait dire être un gros morceau, pardonnez-moi cette familiarité, de nos convictions profondes, de nos certitudes, on devrait dire, de nos certitudes. Alors, après ça, eh bien, voici que va se jouer le dernier acte, et c'est celui qui s'est joué cette année. Alors, il y avait 4 espèces différentes, mais je vous dis comme tout à l'heure, je vous ai dit, j'en avais retenu que 2. Dans les affaires ayant donné lieu à ces 2 arrêts, il avait été recouru au service d'une mère porteuse et la mère d'intention apparaissait encore une fois en tant que mère sur l'acte étranger.
Et les premiers juges, qui étaient ceux de Nantes, si je me souviens bien, nous ont dit le fait que madame soit portée à l'acte en tant que mère des enfants, alors qu'elle n'a pas accouché, ne saurait, au regard des intérêts des enfants tels que déterminés par la Cour européenne, justifier le refus de reconnaissance de cette filiation, dans la mesure où il n'est pas contesté que cette filiation maternelle est la seule juridiquement reconnue aux enfants comme régulièrement établie dans le pays de naissance. Voilà la motivation du tribunal. La Cour d'appel de Nantes, de Rennes, ne suit pas le tribunal et nous dit que la transcription est possible, mais que pour le père. Alors là-dessus, nous avons deux pourvois. Un du ministère public qui nous dit non, on ne doit pas pouvoir la faire du tout, même pour le père, car c'est l'ensemble d'un mécanisme frauduleux qu'il s'agit ici de valider, et l'autre pourvoi qui nous dit mais attention, et la mère, il nous faut nous inscrire aussi la mère d'intention comme mère, ça ne va pas du tout ce qui a été fait, couper la poire en deux est inacceptable, cet enfant a droit à une filiation maternelle établie, etc. Bon. Donc nous allons devoir répondre à ça. Et surtout, et plus j'ai envie de dire de manière plus insidieuse, on nous dit ceci. On nous dit mais cet acte de naissance étranger, il constitue une vérité juridique. Il ne constitue pas une vérité matérielle. Mais quel intérêt? Ce qui compte pour vous, c'est qu'il constitue une vérité juridique, puisque c'est écrit sur l'acte que c'est elle la mère. Vous n'avez qu'à prendre ça pour argent comptant. Et puis, voilà, terminé, on accepte. Et donc, c'est d'une vérité juridique qu'il s'agit, pas d'une vérité matérielle. Donc, nous allons devoir répondre à cela aussi. Et on nous dit évidemment qu'il y a une violation des articles de l'article 8 de la CEDH sur la nécessaire protection du respect de la vie familiale et de l'intimité et du droit à la vie privée de l'enfant et de la famille. Alors nous allons répondre ceci. Sur ce qui est de l'acte, alors on va répondre que la force probante de l'acte étranger désignant la mère d'intention en qualité de mère, on va répondre ceci, que la réalité au sens de l'article 47 du Code civil, c'est l'article qui nous permet de dire quels actes étrangers on va admettre ou pas, est celle de l'accouchement. Nous allons dire uniquement ça. Cela signifie en clair que seule la femme dont l'enfant est né à l'issue d'un processus de grossesse et d'accouchement va être pour nous la mère. Donc nous refusons de substituer la mère d'intention à la mère. Et sur le terrain de la violation des droits fondamentaux, nous allons dire à peu près ceci. Je ne vous lis pas le considérant, enfin l'attendu, pardon, parce qu'il est très long. Nous allons dire que l'ingérence de l'autorité publique, dans l'exercice du droit au respect à la vie privée familiale était prévue par la loi, poursuivait un but légitime de protection de la mère porteuse et de l'enfant, visait à décourager cette pratique prohibée et que cette ingérence n'était pas disproportionnée. Dès lors qu'un certificat de nationalité délivré à l'enfant, c'est logique puisqu'il est de père français, ceci nous ne le remettons pas en cause, et également parce que son acte de naissance pourra être transcrit s'il est conforme à l'article 47 du Code civil, c'est-à-dire si on fait bien apparaître la mère qui a la femme qui a accouché en qualité de mère. Et nous ajoutons qu'il pourra être par la suite adopté. Et vous voyez que là, nous avons franchi un nouveau pas en disant que notre interdiction de 91, ce dont nous avons dit en 91 que c'était un détournement de l'institution, ne le deviendra plus à la faveur de l'écoulement du temps. Donc vous voyez que petit à petit, cette interdiction se réduit comme peau de chagrin et qu'il en reste tout de même, bon, elle n'a pas totalement disparu, parce que dans l'ordre interne, elle est toujours là. Nous l'avons absolument maintenue. Alors pourquoi nous en sommes arrivés là? Vous avez vu, j'espère que vous avez pu comprendre, après mes explications, que c'est un effet, si vous voulez, nous sommes pris dans notre raisonnement juridique. Il ne s'agit pas de notre sensibilité, parce que nous, même si nous sommes en tant que citoyens, nous pouvons avoir bien sûr nos idées, il ne s'agit pas de les transporter nécessairement à la Cour de cassation. Nous devons raisonner dans la logique juridique. Et vous voyez à quel point la logique juridique, la force de nos engagements internationaux nous conduit finalement à admettre une chose que nous avons absolument refusée et refusée vigoureusement à plusieurs reprises. Et là, nous avons laissé, on peut dire, un petit précaré à cette interdiction. Alors maintenant, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il en reste et est-ce que vraiment ça vaut le coup de continuer? Et c'est là que, je n'entrerai pas dans le débat de fond, qui est vraiment un débat profondément moral, humain, et qui, je ne dirais pas qu'il dépasse le jurisme, mais qui n'est peut-être pas l'objet principal de la préoccupation de cette table ronde-là. Voilà.
Donc, les limites, le législateur était parti de l'idée, en vérité, qu'il fallait empêcher le recours à cette pratique parce qu'elle portait atteinte, c'était l'idée de 91, à la dignité des femmes et puis, évidemment, à celle des enfants, qu'on ne pouvait pas transformer une femme en cuve pour raisonner, pour dire les choses très crûment, et un enfant en produit. C'était un petit peu cette idée qui était dans la préoccupation du législateur de la loi bioéthique de 94, en tout cas pour ce qui est de la GPA. Aujourd'hui, il subsiste l'interdiction de la mettre en œuvre sur le territoire national, qui est absolue et qui ne souffre strictement aucune espèce d'exception. Mais on peut se demander si les lois devenues inutiles ne vont pas, comme disait Montesquieu, affaiblir les lois nécessaires. D'autant qu'il semblerait, d'après les derniers sondages, j'ai encore regardé ça hier sur Internet pour être sûr de ne pas dire une bêtise, que les Français seraient favorables à une libéralisation dans ce domaine. Maintenant, laquelle, sous quelles conditions, c'est autre chose. Mais les limites, pour le juriste, conservent encore un minimum de pertinence pour la raison que le droit, c'est une cohérence, c'est un tout, et que quelque chose que l'on c'est un peu un château de cartes. Quelque chose qu'on va toucher à un endroit va se répercuter sur d'autres domaines et quelquefois avec des conséquences qui peuvent s'avérer assez délétères. Donc, je vais essayer de m'en expliquer. Tout d'abord, la relation entre l'acte d'état civil et la réalité factuelle. Si on dit que la mère d'intention est la mère, on fait dire à l'acte quelque chose qu'il ne dit pas. Voyez-vous ? On lui fait valider une intention, des sentiments, mais on ne lui fait pas valider, on ne lui fait pas porter un fait matériel. Or, un acte d'état civil, c'est fait pour porter un fait matériel. Je suis né, je me suis marié, je suis mort. Point. Si on reporte ce raisonnement-là fictif à l'idée du trépas, imaginez ceci. Nous sommes dans un état de science-fiction, moi j'en lis beaucoup, X. Et dans cet état, il est décidé qu'après 6 mois de coma dépassé, très profond, et ma foi, on doit être considéré comme mort. On n'est pas mort, c'est une fiction, mais on va dire qu'on est mort. Voilà. Est-ce que vraiment on doit admettre cela ? Problème. Ça peut aller très loin. Donc, voyez. Ensuite, deuxième chose, et après je m'arrête parce que je crois que j'ai été plus longue que je... Non, mais tu as raison Valérie, pardon. Non, simplement, je m'aperçois que... En fait, je ne me tiens pas à mon texte et donc je brode et cela me fait... Non, c'est moi qui suis désolée de vous interrompre. Juste une chose, nous allons dissocier la maternité. Nous allons dire en gros la maternité, c'est une maternité d'intention, c'est peut-être une maternité d'ovocyte et c'est en tout cas une maternité d'accouchement. Donc nous allons avoir des conflits entre ces maternités. Comment on va les arbitrer ? D'abord, ça va générer du contentieux. Et deuxièmement, comment on va les arbitrer, avec quels outils, avec quels moyens, selon quelles règles ? Donc vous voyez que certaines interdictions dont on veut se débarrasser, ce n'est pas si facile. Et je crois devoir m'arrêter pour laisser la place à mon successeur en le priant de bien vouloir m'excuser d'avoir été trop bavarde.